Retour sur le plateau Equinoxoir, c'est la deuxième partie de ce plateau spécial organisé à la suite du discours du président de la République. Croissance de notre économie, situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, le système démocratique et la diaspora, tels sont les axes, quelques-uns, du discours de Paul Biya à la nation ce soir. S'agissant du système démocratique, Paul Biya fustige la minorité au Cameroun, comme dans la diaspora, qui semble avoir oublié les règles qui gouvernent la vie démocratique. Le peuple souverain est, a-t-il déclaré, le seul arbitre. Les résultats d'une élection doivent être respectés et acceptés par tous. Parlant des élections à venir, législatives et municipales, Paul Biya annonce que des dispositions sécuritaires ont été prises sur l'ensemble du territoire et que, si cela est nécessaire, elles seront davantage renforcées. À propos de la diaspora, dont il reconnaît le comportement excessif, Paul Biya l'invite à s'abstenir des propos négatifs à propos de leur pays d'origine. Sur la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, Paul Biya a reconnu que l'activité criminelle des groupes armés continue de perturber la vie économique et sociale dans ces deux régions. Pour cela, Paul Biya promet à ceux qui s'obstinent à demeurer dans la mauvaise voie qu'ils seront combattus. Les forces de défense et de sécurité, a dit Paul Biya, feront une fois de plus leur devoir avec mesure, mais sans faiblesse. Pour en reparler donc sur ce plateau, Signor Barista, you're welcome once again. Thank you. Voilà. En quelques mots, qu'est-ce que vous retenez du discours de Paul Biya? Oui, mais je l'avais anticipé. J'ai dit que je m'attendais à un discours bilan. Mais le discours bilan a été renforcé de menaces. Voilà. Et au point où je suis obligé de me demander, mais à quelle sauce va-t-on nous manger? Parce que vraiment... Il a menacé qui? Les mesures sécuritaires seront renforcées au besoin. Ceux qui sont dans les bourses, s'ils ne sortent pas... Non, il a dit c'est pour les scrutins. Mais ça veut dire qu'il n'y aura pas d'accalmie. À un moment où le candidat Toumi dit que certains sont en train de rentrer. Aujourd'hui, on annonce que d'autres sont arrivés à Yaoundé. Alors, s'il faut augmenter la pression sur la guerre, vous croyez que l'accalmie, ça va continuer ou ça va baisser? On va rentrer ou bien la paix va revenir? Ah non, moi je ne vois pas d'avenir de paix dans ce pays s'il faut suivre ce discours. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que le président apaise. Mais lorsqu'il adopte un ton qui n'était pas très loin d'être martial, je pense que vraiment ce n'est pas vraiment rassurant. Ce n'est pas un ton que le père de la nation devait utiliser, n'est-ce pas, à une période comme celle-ci. Et puis, nous sommes à un moment où la communauté internationale nous regarde, surveille tous les faits et gestes du Cameroun. Vous avez vu ce que le ministre a dit l'autre jour. Il a été recadré par les Nations Unies qui ont dit non, ce que nous avons dit, nos chiffres ne sont pas le fake news. Alors, vous croyez donc que quand ils vont entendre le président dire qu'il va maintenir la pression militaire, ça va les plaire? Ça risque plutôt de nous attirer des sanctions économiques et d'autres sanctions. Et vous savez, des sanctions, là, quand on parle de sanctions, ce n'est pas la rigolade. Ça peut arriver que nous allons manquer même les remèdes dans les pharmacies. Donc il faut qu'on fasse attention avec ce genre de discours. Ok, et Edmond Piaté d'abord sur le discours, c'est un ton martial tel que dit le président s'est voulu menaçant. C'était menaçant. Je crois qu'il est resté cohérent envers lui-même sur le plan, au moins en ce qui concerne la crise anglophone. Il a peut-être changé des sémantiques, parce que dans ses récents discours, il disait nous allons les neutraliser. Ceux qui ne veulent pas déposer les armes, nous allons les neutraliser. Cette fois-ci, ils seront combattus. Je crois que, en fait, on ne va pas faire la guerre sémantique. Il est cohérent. Non, mais le président dit ils feront leur devoir avec mesure. Oui, ils feront leur devoir avec mesure. Sauf que cette fois-ci, il dit ils seront... Mais sans faiblesse. Avec mesure, mais sans faiblesse. Ça veut dire que c'est une façon de dire que l'attention, du moins des forces de l'ordre, a été attirée sur un certain nombre
d'actes qui leur sont reprochés, à savoir des exactions qui seraient, je vais dire, causées par certains éléments de nos forces de l'ordre. Donc, on va les recadrer, on va leur demander d'être plus mesurés et de ne pas utiliser, n'est-ce pas, faire usage d'une force disproportionnée par rapport, n'est-ce pas, à ce que font les Amba Boys. Et donc, je dis, sur ce plan, il est resté égal à lui-même. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire en ce temps-ci? Il me semble que non. Il me semble qu'on avait besoin, en ce moment-ci, d'un discours beaucoup plus rassembleur, beaucoup plus apaisé. Je crois qu'il aurait pu dire autre chose, du moins après le grand dialogue. Moi, j'attendais autre chose. J'attendais, par exemple, l'annonce de l'implémentation à court terme, n'est-ce pas, des résolutions ou des recommandations du grand dialogue. Moi, je l'attendais et j'attendais qu'un accent soit mis, par exemple, sur les mesures qui vont être prises dans les jours à venir pour, n'est-ce pas, davantage mettre du contenu dans le statut spécial. C'est ce que j'attendais. Je n'attendais pas un ton martial. Je ne l'attendais pas. Bon, maintenant, il y a autre chose dans le discours. Il a effectivement confirmé qu'il y aura élection. Et que si, n'est-ce pas, s'il le fallait, les mesures seraient renforcées, les mesures sécuritaires seraient renforcées pour justement permettre la tenue des élections. J'entends par là dans les deux régions, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest. J'attends de voir comment, parce que nous savons un peu, nous avons, n'est-ce pas, le retour, n'est-ce pas, de ce qui se passe sur le terrain à présent, avec des personnes des candidats sur qui on exerce une pression, ils sont obligés, n'est-ce pas, de démissionner, Donc vous voulez parler des camarades de Jean-Robert Wafo? Je veux parler notamment des camarades de Jean-Robert Wafo du SDF qui tous les jours pondent des communiqués pour se désister, disent qu'ils ne vont plus aller aux élections. Alors, j'attends voir comment ça va se passer en termes de renforcement des mesures sécuritaires pour justement permettre que les élections se tiennent. Et ça, c'est autre chose. Donc, il confirme effectivement que le 9 février, il y aura élection. Donc, terminer les supputations sur ce sens-là, sauf cas de force majeure, il y aura élection au Cameroun le 9 février 2020. Il a également il a brossé un peu des statistiques économiques. Il a dit que notre croissance était à la hausse, mais je crois qu'il faudrait que les conseillers économiques du chef de l'État lui donnent des vrais chiffres. Parce que économiquement, nous sommes un peu atteints. On est vraiment atteints. Et lorsque on décompose, parce que parfois, pris de manière holistique, on a l'impression qu'il y a de l'embellie économique, mais lorsqu'on rentre dans les détails, lorsqu'on décompose tout cela en produits de facteurs premiers, vous comprenez que si rien n'est fait, on risque d'être très atteint. Je dois vous rappeler que l'Institut national de la statistique a fait un travail que je ne trouve même pas suffisant la dernière fois, n'est-ce pas, en indiquant que l'inflation devenait très galopante dans les villes de Douala et autres, Bafoussam et autres. Il faut savoir que si rien n'est fait, cette inflation va aller croissante et ça va entraîner une pénurie. On va avoir une pénurie parce que un grand bassin de production, notamment le sud-ouest et le nord-ouest, sont en panne. Et donc, si on ne fait rien pour combler le déficit, pour relancer la production de ce côté et combler le déficit, la pénurie va se faire sentir tout de suite et l'inflation va aller galopante et bonjour la déflagration sociale, bonjour les cures d'austérité et autres qu'on commence déjà à voir. Et donc, il faut faire très attention. Je voudrais que les conseillers économiques du chef de l'État lui donnent des vrais chiffres au lieu, n'est-ce pas, de lui donner des chiffres comme je vois avec le taux de croissance qui est même à la baisse parce que nous sommes passés de 4,2%, nous sommes à 3,8%, 3,6% et qui ne me semble pas réaliste. Je dis toujours que moi, ce taux de croissance ne me semble pas réaliste, même si ce n'est pas une croissance distributive, c'est une croissance comme ça, prise de manière holistique, avec, n'est-ce pas, des calculs que je ne sais pas trop comment, mais je dis de manière réaliste, on ne peut pas avoir un grand bassin de production comme le sud-ouest qui est paralysé et le nord-ouest qui est paralysé et espérer avoir un taux de croissance au-delà de 2%. Pour moi, ça ne me semble pas réaliste. Voilà, merci Edmond Kouyaté. Vous allez céder votre siège au docteur Louison Issomba. Merci pour cette analyse. Jean-Robert Wafo, le président qui dit que ceux-là qui ne veulent pas déposer des armes seront combattus. On sait que depuis, comme disait Edmond Kouyaté, depuis un certain temps, vos camarades sont menacés. Ça vous rassure? Le président a dit qu'il y aura élection.
C'est rassurant pour vous? Non, mais c'est pas rassurant pour nous. Évidemment, nous observons encore. Nous essayons d'avoir... la position du SDF a été constante et cohérente, n'est-ce pas, pour ce qui concerne les élections dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous observons, tant que nous n'avons pas envoyé nos camarades aller se transformer en chair à canon, c'est qu'une décision sera prise, si nous allons participer ou pas. Mais pour le moment, le président de la République a dit qu'il prendra il a essayé d'endurcir le ton en disant, même comme il a dit que ça avait mesure et sans faiblesse, on attend de voir ce qu'il met dans le contenu qu'il met avec mesure et sans faiblesse. Nos camarades qui démissionnent de ce côté-là, il faut pas confondre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit qu'ils démissionnent du SDF, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, on ne peut pas donner à un être humain d'avoir un instinct de survie. À partir du moment où ça dépend des conditions dans lesquelles ils sont là-bas, avant de pondre, n'est-ce pas, ces différentes démissions. Mais et puis il ne faut pas généraliser, parce que, bien entendu, quand le nombre de nos camarades qui ont écrit dans des lettres de démission, on ne va pas faire comme si c'était tous nos camarades dans le nord-ouest et le sud-ouest, non. Et puis en plus, on est libre d'entrer dans un parti politique, on est libre, n'est-ce pas, de démissionner. Même quand on est dans un parti politique, on n'a pas de démission du SDF, ils restent dans le SDF, mais ils redoutent les futures élections, ils sont libres de le faire ou pas. Bon ben, maintenant que les gens s'arboudent là-dessus pour, n'est-ce pas, essayer ou tenter de mettre à mal, n'est-ce pas, la position du SDF, non, je tiens à rappeler que le SDF est constant et cohérent, n'est-ce pas, depuis le déclenchement de cette crise dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et si on avait suivi le SDF dès le déclenchement de cette crise, on n'en serait pas là, on ne serait pas arrivé là. Bon, aujourd'hui, maintenant, on prend donc certaines mesures coercitives, telles qu'on dit, avec mesure et sans faiblesse. On aurait dû ne pas arriver là. Bon, maintenant, je vais quand même dire une chose. De façon globale, le discours du président de la République, j'ai eu comme impression qu'il se parlait à lui-même, notamment dans l'aspect économique. Il essaie donc de vanter les chiffres de la croissance. Je veux bien savoir comment on calcule les chiffres. Et du développement social. Comment on calcule les chiffres de la croissance au Cameroun quand les gens n'ont pas le taux d'accroissement démographique. Parce que qui peut nous dire combien nous sommes aujourd'hui au Cameroun? Le dernier recensement date de novembre 2005. Et ça a été rendu public en avril 2010. Ça fait 9 ans. Nous sommes combien au Cameroun? Sur la base de quoi on calcule tout cela? Et puis, avec les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, comment peut-on toujours avoir une croissance optimiste? Parce que c'est quand même 16% du PIB national, le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, bon voilà, et sur le plan social, le président semble se réjouir. Mais, ou alors, semble faire dans un exercice d'autosatisfaction. Mais écoutez, qu'il a demandé combien coûte 3 doigts de banane au marché, donc depuis que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest a donc déclenché. L'inflation, elle est constante au marché, les prix ont grimpé, le loyer grimpe. Qu'est-ce qui ne grimpe pas? Et en temps, les salaires ne suivent pas. Mais alors comment peut-on nous dire? Et puis en plus, si on s'en tient aux chiffres déclinés par l'Institut national de la statistique, on a un taux de chômage, n'est-ce pas, qui caracole donc à un niveau très élevé. Nous avons un taux de sous-emploi de 75%, ça veut dire que sur 100 Camerounais même qui travaillent, il y a 75 qui sont donc sous-employés. On a un taux de pauvreté de 40%, ça veut dire qu'on a 8 millions de Camerounais au minimum si on s'en tient à 20 millions, parce que les chiffres, non, on ne les a pas. C'est qu'il y a une curiosité planétaire. Et le Cameroun, au niveau de l'attractivité dans le monde, on a été classé 156e pays sur 190. Je me demande bien cet exercice d'autosatisfaction, mais ça sort d'où? Qui sont ceux qui écrivent dans ces discours? Est-ce que lui, il valide ces discours en sachant que ce qu'il est en train de dire n'est pas conforme à la réalité? Ou alors tout simplement, on lui brandit ça, n'est-ce pas? Et puis bon, lui, il dit bon, je fais ce que je veux. Et puis, j'ai entendu le président de la République parler de la diaspora. On doit parler d'une diaspora comme celle camerounaise en se limitant juste, en disant juste que cette diaspora passe le temps à insulter les gens, à insulter le pays. C'est pas sérieux. Cette diaspora a un problème. C'est le problème fondamental de cette diaspora. Et plusieurs sont de ma génération. C'est quoi? C'est que ces gens ont été chassés de ce pays dans les années 92, 90, 92.
On les a exclus des universités et des grandes écoles. Et première chose. Deuxième chose, cette diaspora, pour la plupart, c'est des gens qui ont pris une nationalité autre que celle camerounaise pour des raisons donc professionnelles. Quand vous avez un pays qui produit pas de 500 ingénieurs par an de par le monde et que vous êtes capable 500. De les recruter, il dit plus de 500. C'est en milliers. Par an. Je dis ingénieurs. Je suis d'accord. Ingénieurs par an. Et quand vous n'avez pas un tissu économique ici capable de les... Mais vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils rentrent au Cameroun chômé? Mais il faut lever le verrou de l'interdiction de la double nationalité. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce régime pour mériter ce qui leur arrive là? Mais vous vous rendez compte? Et ce qui est paradoxal là-dedans, c'est quoi? C'est qu'on trouve des membres de ce gouvernement qui ont fait double nationalité. Mais nous avons vu des gens, un maire ici, à l'époque, elle était maire, aller au consulat de France. Elle votait à la présidentielle, je crois que c'est de 2002. Il établit qu'ils sont nombreux là, qui ont des nationalités hautes, mais ils sont là. On ne peut pas accepter la double nationalité quand il s'agit, n'est-ce pas? Mais pourquoi avoir attaqué, je vous pose donc la question, pourquoi avoir attaqué seulement Hervé Emmanuel Com? Mais écoutez, nous n'avons pas fait une fixation sur Hervé Emmanuel Com. Et ça, je profite pour faire une mise au point. D'abord, nous avons attaqué Hervé Com c'est-à-dire que pour mettre à nu les incohérences du système. Parce que, voyez-vous... Vous-même, vous venez de dire qu'il n'est pas le seul. Mais écoutez, nous avons voulu taper un coup de pied dans la fourmilière parce que si on n'avait pas fait, le débat sur la double nationalité ne serait pas revenu dans les chaumières. Okay. Et il était la personne indiquée. Parce que, voyez-vous, en mars 2014, le SDF a déposé une proposition de loi modifiant complètement le code de la nationalité au Cameroun. Il était question de lever le verrou de l'interdiction de la double nationalité. En violation de l'article 27 alinéa 3 du règlement de l'Assemblée, qui dit que lorsqu'une proposition de loi est déposée au cours d'une session, elle est immédiatement examinée à la deuxième session qui suit la session de dépôt. Donc, elle devait être examinée en novembre 2014. Quitte à ce qu'elle soit rejetée. Mais qu'elle soit examinée en première. Cette proposition n'a même pas franchi la conférence des présidents. Parce que quand vous déposez, on a soumis à la conférence des présidents, composé des membres du bureau, des membres des présidents du groupe parlementaire, etc. Ça n'a même pas franchi. Alors, nous sommes restés, on a dit, ok, le moment viendra, on va taper un coup de pied dans la fourmilière et les mettre en face de leurs incohérences. Okay. Malheureusement, c'est tombé sur Hervé Emmanuel Com. Et s'il doit se plaindre, il n'a qu'à se plaindre de son propre parti politique, de sa propre famille politique qui passe le temps à défendre, c'est-à-dire avec abnégation et parfois avec outrecuidance. Parce que c'est de ça qu'il est question. Okay. Si M. Hervé Com avait, n'est-ce pas, bougé, on a fait bouger les lignes. C'était une parenthèse. Dans le sens de l'acceptation de la double nationalité, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais comme il passe le temps à défendre l'indéfendable, et à justifier l'injustifiable, donc c'est tout à fait normal qu'il soit victime des turpitudes de son propre parti. Donc, donc pour chuter, le président de la République, ça c'est pour chuter, le président de la République gagnerait à savoir une chose. On ne combat pas son peuple. Okay. Personne n'est parvenu à combattre son propre peuple. Le dialogue, seul le dialogue peut amener la paix dans les deux régions nord et sud. Et j'ai dit ceci à l'entame de cette émission. Et le président de la République semble être autiste et condescendant par ailleurs pour que la paix revienne. Okay, assez rapidement. Merci. Il faut passer au c'est simple. Oui, on a compris. Voilà. Maître Ndiaye, vous avez suivi ce discours? Alors, je dois être tout à fait honnête avec vos téléspectateurs. Quand je venais à cette émission, je savais qu'on allait commenter le discours. Oui. Mais j'ai quand même pris la peine de suivre d'abord celui du vrai président avant de lire. J'ai dû lire le discours écrit de M. Biya qui fait l'objet des commentaires que j'entends jusqu'ici. Qu'est-ce que vous retenez donc? Ce que je dois dire que je me suis arrêté sur une formule. Alors, je regarde les Camerounais en face et je leur dis que M. Biya vient de leur dire que si quelqu'un entre chez vous et il vous vole votre téléviseur et que vous criez au voleur, vous êtes en train de porter atteinte à la démocratie. Vous êtes un mauvais citoyen. Vous êtes dans le faux. Parce qu'il nous explique qu'on devait se taire lorsque Transparency International, fake version, nous a
pourri la vue en s'affichant devant les écrans de notre chaîne nationale pour vouloir crédibiliser des élections qui, tout le monde le sait, peut-être sauf lui-même, étaient fausses. Même M. Ouafou ici présent sait que ces élections ne peuvent pas jurer la main sur le cœur qu'elles étaient crédibles. Mais M. Biya nous explique que si on vous vole, comme on a volé ces élections, vous devez dire Amen et passer à autre chose. Vous n'avez même pas le droit de le dire à haute et intelligible voix. On a commencé à fustiger dans ce discours que j'ai lu, je le rappelle, encore une fois, les réseaux sociaux. Mais je crois que plus de 16 000 Camerounais comme moi ont utilisé les réseaux sociaux pour suivre le discours du vrai président, alors que sur ces mêmes réseaux sociaux, il y avait environ 6 000 personnes qui suivaient M. Biya. Donc, s'il se plaint des réseaux sociaux, pourquoi lui-même va sur ces réseaux sociaux parfois traiter les gens de followers passifs? Non, pour être un peu plus sérieux, je dois dire que, et je crois que je l'ai dit avant que vous n'alliez suivre ce discours-là, c'était que je ne croyais pas au Père Noël. Et je ne sais pas si vous avez, eu des choses croustillantes à vous mettre sous la dent, mais de ce que j'ai lu de ce discours-là, après celui du vrai président, la seule chose de croustillante qui a à se mettre sous la dent, c'est que désormais, M. Biya devient un peu comme un gueulard de rue. Il se croit obligé de répondre à la diaspora et à ceux qui contestent son pouvoir. C'est déjà une avancée. Ça veut dire que Dieu descend de son piédestal pour répondre aux militants politiques. Et il choisit même déjà les partis dans lesquels les gens doivent militer en indiquant qu'il faut que les gens aillent dans les partis qui, selon lui, respectent la légalité. C'est-à-dire, si on veut faire une caricature, des petits toutous et des petits matous. Il faut que les Camerounais qui veulent s'exprimer aillent vers les partis qui sont des petits toutous et des petits matous. Ceux qui ne vont pas lui poser de problème. Ceux qui, lorsqu'il perpétrera le 9 février un autre hold-up électoral, lui diront « Bravo, Monsieur le Président, vous avez très bien fait. Continuez comme ça et le Cameroun vous en saura gré. » Donc, c'est au bénéfice de tout cela que je dis, je suis surpris qu'on soit surpris. Je suis surpris qu'on ait des attentes vis-à-vis de quelqu'un qui, depuis une quarantaine d'années, fait exactement la même chose. Bon, j'avoue qu'il y a eu quelques innovations cette année. Il y a ce ton gueulard-là. Il y a l'autisme qui se confirme. Voyez, voilà quelqu'un qui vous dit qu'il va combattre désormais. Il utilise une figure de style de comparaison pour dire avec mesure, mais avec fermeté aussi. Comme si depuis 3 ans, il faisait autre chose. Comme si depuis 3 ans, il combattait avec faiblesse. Ce qui est peut-être une information, c'est que peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il n'y est pas allé avec beaucoup de mesures. Ce qui peut également conforter l'idée selon laquelle il y a eu probablement beaucoup d'exactions. Et enfin, et je dois le dire enfin, beaucoup de contradictions dans la posture de M. Biya et de ses ministres. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de crise humanitaire dans un pays et envoyer 100 camions humanitaires. C'est une contradiction qui me semble abjecte quand on est à ce niveau de dirigeant. C'est abject. S'il n'y a pas de crise humanitaire au Cameroun, pourquoi diable avons-nous cru devoir mettre 100 camions d'aide humanitaire à la disposition du nord-ouest et du sud-ouest? Et d'ailleurs, ces 100 camions d'aide humanitaire, on nous dit que c'est un don. Vous savez tout le problème que j'ai avec les dons en République. Parce que si c'est un don, question, d'où proviennent les ressources qui permettent à ce monsieur de faire un don de cette hauteur? Et si ce n'est pas au final un don, si c'est peut-être au final les fonds publics qui ont servi à faire cela, expliquez-nous quelle est la colonne budgétaire validée qui a permis de faire cela. Et pourquoi, si c'est une colonne budgétaire effectivement validée, pourquoi n'utilisons-nous pas cette somme qui permet de mettre 100 camions humanitaires en route pour tenter autre chose? C'est-à-dire que essayer de faire autre chose que ce qu'on fait depuis 3 ans sans résultat. C'est-à-dire essayer de faire autre chose que la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est de faire exactement la même chose chaque jour et espérer que comme par coup de baguette magique, comme par enchantement, comme par miracle, on pourrait avoir des résultats différents. En ce qui concerne le 9 février, oui, mon avis, c'est que bon, le MRC n'est pas partant. D'abord, le MRC n'est pas partant, mais je voudrais dire aux Camerounais que vous qui nous regardez, sachez que
participer à ces élections risque de s'apparenter à une forme de caution que vous donnerez à M. Biya pour entériner la partition du Cameroun. Heureusement que ne pas participer aux élections n'est pas encore pénalement réprimé au Cameroun. Et donc je vous invite à faire usage de votre droit de vous abstenir. Faites de cette journée du 9 février l'équivalent d'une journée de grève nationale. Restez simplement chez vous. N'allez pas voter parce que vous n'êtes pas obligé d'être... Vous êtes pour le boycott. Nous l'avons clairement dit. Nous sommes clairs. Nous l'avons... Ça va changer quoi? Monsieur Wafo, je crois que... Quel est le plan B? Je crois que vous ne m'avez pas... Moi, je suis un homme politique pragmatique et réaliste. Quel est le plan B? Monsieur Wafo, qu'on laisse le RDPC gérer tout le pays. Je vous prie de... Vous savez, je n'ai pas l'habitude de vous interrompre. Non, mais je veux savoir. Oui, vous saurez quand j'aurai terminé de parler. Oui, allez-y. Très bien. J'étais en train de dire que, et ce n'est pas un secret, non, allez-y. Le MRC a indiqué qu'il ne participait pas à ces élections. Vous pouvez me laisser terminer? Je suis citoyen camerounais. Bien sûr. Allez-y. Et si vous étiez si soucieux que cela de mon temps de parole comme j'ai été soucieux, non, c'est pas vous qui me donnez la parole, monsieur Outou est encore là. Non, mais c'est pas vous qui me dites allez-y, calmez-vous un peu. C'est vous qui avez dit que j'ai pris votre temps de Jean-Robert Wafo, permettez à merci, allez-y. Merci infiniment. Merci de voler à mon secours quand on me vole mon temps de parole. Vous, au moins, non, allez-y, le Conseil constitutionnel allez-y, entériner toutes les forfaitures et qui s'apprête à faire la même chose après le 9 février. Je disais donc que nous avons été clairs sur la question du boycott. Le problème n'est pas de savoir si il est bon ou pas d'aller aux élections dans un État. La question n'est pas là. La question est celle de savoir quel est le sacrifice que nous sommes prêts à faire pour que enfin dans ce pays, c'est exactement ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est d'éviter de faire la sorcellerie. Depuis 1992, nous allons aux élections. Et en ce qui concerne le contexte particulier de 2019 et de 2020 qui arrivent, on a une chance unique que à peu près tout le monde de rationnel se soit mis d'accord sur le fait que, en plus après les élections de 2018, il ne faudrait pas qu'il y ait de nouvelles élections au Cameroun sans révision du code du système électoral. D'ailleurs, question qui est intimement liée à la résolution de la crise anglophone, parce que la résolution de la crise anglophone montre une faillite des élites du nord-ouest et du sud-ouest, en lesquelles les populations actuelles ne se reconnaissent plus. Pourtant, c'est des élites parfois élues, dont le système électoral, même celui qui a permis de faire élire ceux qui sont là, n'est plus de nature à garantir à ces populations-là, à qui vous demandez de fermer les yeux sur les exactions et d'aller voter, ça ne leur permet plus de se reconnaître dans ceux qui seront élus. Et les démissions dont vous avez fait cas tout à l'heure sont un élément supplémentaire d'illustration. J'étais donc en train de dire que, chers Camerounais, vous avez... Sous la menace, il ne faut pas dire l'honorable madame. Vous allez répondre. On va permettre. Oui, rapidement, on va permettre au docteur Louison de dans la rhétorique aérienne. Vous allez parler après Jean-Robert Wafo. Vous partagez avec M. Biya sa condescendance et son arrogance, parce que vous proclamez détenteur de la science infuse du pragmatisme et vous traitez les avis et les commentaires des autres de commentaires aériens. Et on est à la télé, vous le dites. Continuez. Voilà, et vous continuez. J'étais en train de dire aux Camerounais, faites, s'il vous plaît, un petit sacrifice, au moins cette année, de vous montrer solidaire de ce que vivent nos frères et sœurs dans le nord-ouest et le sud-ouest. Restez chez vous le 9 février. Et au moins le message de ce que tous les Camerounais ne sont pas si insensibles que M. Biya sera entendu. Je vous remercie. Voilà une précision avant de passer la parole au docteur Louison Issoumba. Nous avons convié, madame, monsieur, le Rassemblement démocratique, comme tous les soirs, sur ce plateau spécial. L'invité, c'était Maître Emmanuel Pincy. Constatez par vous-même que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais n'est toujours pas sur ce plateau. Docteur Louison Issoumba, vous étiez ici ce soir-là, lorsque le professeur Maurice Kamto a décidé comme ça que le MRC ne participerait pas au double scrutin du 9 février 2020. Vous avez fait un certain nombre d'annonces, nous avez renvoyé à ce discours d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Camerounais qui vous ont suivi ce soir-là? Bien, je dois dire qu'en tant qu'homme épris de paix,
en tant qu'un homme qui souhaite que la paix se rétablisse au Cameroun, il fallait apaiser justement les humeurs et les positions surtout des militants du MLC. Vous avez vu ce jour, assis à ma droite ici, il y avait un certain Célestin Djamène qui n'avait pas tenu. Donc, mon propos ce jour, et tous les téléspectateurs du Cameroun et du monde entier l'ont vu, le propos a apaisé un certain nombre de militants du RDPC et un certain nombre de militants, ou du moins de tous ceux qui adorent la chose politique. Donc il faut le dire avec emphase et détermination que tout n'est pas perdu. Parce que je reste sérieux et ferme dans ma position de ce que, attendons voir la tenue effective de ces élections. C'est vrai, le président venait d'annoncer un renforcement sécuritaire de haut niveau, mais je dis, il a annoncé, c'est vrai, mais attendons voir ce qui va se passer bien avant ces élections. Alors, ce qui va se passer, vous parlez de la campagne électorale? Non, c'est-à-dire que attendons voir la tenue, parce que moi je reste sceptique de ce que ce double scrutin risque, bien avant même sa tenue, être émaillé d'un certain nombre d'incidences qui peut justement amener les uns et les autres à être frappés d'une psychose qui les amènerait certainement à ne pas aller à ce double scrutin. Donc, je fais juste une projection, compte tenu du contexte sécuritaire qui est certainement, justement, en train de prendre un sérieux coup. Donc, je peux revenir, si vous le souhaitez, sur la vérité. Allez-y. Alors, comment j'ai perçu le discours, l'adresse du président de la République? Je dois vous avouer que je peux l'analyser sur l'aune de la forme et du fond. Donc, déjà dans la forme, j'ai vu une attitude d'un chef d'État, une posture autoritaire, ferme, une allure presque impériale. Et nous avons vu qu'au départ de son discours, le président avait un ton calme. Mais au fur et à mesure, à étape par étape, le discours devenait corrosif. Et justement, les Camerounais l'ont senti à la fin du discours, un président de la République qui est sorti même sur un zeste d'humour, parce qu'il a rappelé aux autres que la démocratie, c'est ce pouvoir qui appartient au peuple. Et on ne l'a jamais nié. Donc, c'est le peuple qui a la source du pouvoir politique. Et il a également fini en tensant la diaspora. Vous voyez, il a développé l'idée de ce que nos figures diasporiques doivent comprendre qu'elles ont pour mission de construire l'État, parce que originaire d'un pays. Mais cela, moi, je me suis attendu à ce que il développe l'aspect sur la binationalité. Oui. Parce que le problème se posait avec acuité. On l'a vu avec Ndédié Yango, Richard Bona et le dernier candidat. Emmanuel Com. Donc le président aurait pu planter les décors. C'est un vieux test de 1968. Imaginez aujourd'hui, on parle de citoyens planétaires. Et on connaît ce que valent nos frères de la diaspora en termes de développement. On voit ce qu'ils envoient au Cameroun pour développer, pas même simplement pour le développement du Cameroun, même simplement pour le développement de leur famille, le bien-être de leur famille. Cela ne doit pas être négligé. Donc c'était un aspect important. Le président a évolué sur des contours, mais il a oublié l'entour, justement, qui consistait à se prononcer sur cette question. Maintenant, s'agissant du fond, on se rend compte qu'il a articulé son propos sur 3 points qui m'ont semblé fondamentaux. Le premier point était relatif à la sécurité, à la dimension sécuritaire. Et sur ce point, il a mis en lumière tous les actes qui ont été pris pour essayer de juguler la crise. Il a mis en place la commission du bilinguisme et du multiculturalisme. On voit comment la résistance continue à se répéter malgré tout cela. Et le discours du président tout à l'heure, je me rappelle l'année dernière, il a utilisé l'expression « Nous allons essayer de neutraliser les Amazoniens », ou bien tous ceux qui pensent diviser le Cameroun. C'est la 3e fois. Mais là, aujourd'hui, il a dit « Nous allons combattre ». Et vous savez, il y a battre et combattre. C'est-à-dire que parfois on se bat contre l'invisible, mais combat, ça veut dire qu'on se bat avec quelqu'un qu'on connaît. Et c'est extrêmement dangereux parce qu'on s'attendait que le président de la République penche quand même vers un discours apaisant. Sur le deuxième point, il a évoqué le problème de la croissance économique. Mais il dit justement qu'il s'attaque à ceux qui s'obstinent à demeurer dans la mauvaise voie. Oui. Voilà pourquoi il dit qu'ils seront combattus. Oui, mais justement, il y a un très bel habillage. Quand il dit qu'ils seront combattus, cela renvoie à l'idée de guerre. Oui. C'est-à-dire qu'au citoyen lambda, le combat ici ouvre le front, l'ouverture d'un front. Oui. Voilà. Or, moi, je souhaitais encore l'expression neutralisée. Me paraissait plus atténuée et plus élégante. Or, mais là, il combat. C'est très dangereux. Maintenant, il a, au niveau de la croissance économique, le président... Mais il dit combattu avec mesure.
Oui, moi je pense que c'est un habillage. Voilà. Parce que, vous savez, le président manie très bien le bâton et le chou. En sachant qu'il va combattre, il invoque l'idée de la mesure. La mesure. Mais sans faiblesse. Et sans il ajoute sans faiblesse. Donc, il manipule très bien le bâton et le chou, justement pour que les uns et les autres ne comprennent pas la profondeur du message qu'il veut passer. Sur le deuxième point, sur le point, comment dire, de la croissance économique, il a évoqué le fait que cette croissance est satisfaisante et que la dette est tenable. Il a invoqué un certain nombre de structures internationales, le FMI, la BAD, la Banque africaine de développement, et il a fait une mention spéciale sur l'Agence française de développement, bon, peut-être pour faire un clin d'œil au président Macron et à la France, pour tout le soutien qu'il reçoit de ce pays-là. Et enfin, il a touché un mot sur le progrès social, où il a insisté sur une vision consistant à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Mais on s'interroge finalement. Alors, la question finale, c'est de savoir est-ce que en réalité ce discours colle à la réalité Est-ce qu'en effet ce discours colle à la réalité quand on sait qu'aujourd'hui, pour apprécier le taux d'indice ou d'épanouissement d'une population, ça se voit sur le panier de la ménagère. Allez-y voir, aujourd'hui, les familles souffrent. Et même, au-delà de cela, les enseignants d'université, je profite de le dire, nos conditions ne sont pas améliorées. Nous sommes les derniers en Afrique centrale et même dans la sous-région d'être traités sur le plan salarial de la plus mauvaise des manières. Donc, tout cela consiste à dire que le président de la République nous a livré un discours, mais nous restons sur notre fin, sur un certain nombre d'implémentations pratiques de toutes les précisions, surtout tout le grand dialogue qui a eu lieu et qui nous sert aujourd'hui un grand statut spécial que nous avons. Et les problèmes ont commencé sur l'application du Code général de la décentralisation. Oui, vous avez vu entre le préfet et le délégué du gouvernement. On va y revenir. Le délégué qui convoque un test d'application. Voilà, avant Jean-Robert Wafo de revenir, vous allez revenir sur cet appel boycott de la part du MRC. Hein. Je sais que vous avez des choses à dire. Mais il faut que j'en parle. Oui, je dis que je vais vous passer la parole, Jean-Robert Wafo. Merci, il a demandé. Merci, monsieur Otto. Oui. Quelques secondes, je vous passe la parole. La petite chose que je voulais dire, c'est que, et c'est un point qui concerne la diaspora, on accuse la diaspora industrieuse camerounaise de ternir l'image du Cameroun. C'est pas plus tard que cet après-midi même, où j'ai fait un petit tour à l'aéroport, il y a le cas d'un Espagnol d'origine congolaise qui a fait 5 jours dans les cellules du Cameroun alors que son vol était en transit. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que vous êtes en transit, votre avion a atterri juste pour que le prochain vous prenne à l'aéroport et puis les forces de police locales décident de vous garder à vue pour finalement vous libérer sans qu'on ne sache vraiment pourquoi est-ce qu'on vous avait gardé à vue. Alors, si c'est nous, du MRC, si c'est la diaspora dont on parle, qui ternit l'image du Cameroun, dites-moi ce que ce cas que je viens de vous indiquer fait de l'image du Cameroun. Arrêtons de noyer le poisson, je vous prie. Jean-Robert Wafo, allez-y donc. Je vais dire une chose. J'ai comme impression que les gens, que certaines personnes découvrent le régime de Yaoundé aujourd'hui seulement. Alors ça fait peut-être 1 an ou 2 ans. Le NCF est né en 90. En 90, nous ne sommes pas allés aux élections législatives. Beaucoup d'observateurs ont trouvé que nous avons payé le prix fort de ce boycott. Nous sommes allés à la présidentielle. C'est pour mettre sur pied, c'est pour mettre à la face publique, à la face de l'opinion, le drame insoutenable que vivent les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Après la présentation, nous avons appelé à un dialogue pour résoudre ce problème. Plusieurs fois sur ce plateau, j'ai dit qu'il fallait un dialogue politique national inclusif. J'avais prononcé la célèbre phrase suivant laquelle on ne délègue pas la fonction présidentielle. Le président de la République l'a fait. Il a accepté. Il a fait organiser un dialogue, même comme il n'était pas là. Et les recommandations ont été prises au cours de ce dialogue. Nous avons trouvé ces recommandations insuffisantes. Même comme on dit souvent, mieux vaut 1 que 0. Alors, voulez-vous que nous laissions, n'est-ce pas, ce régime en place, tout seul,
implémenter les recommandations de ce dialogue à la FADON après le futur scrutin? Qui va les contrôler dans les conseils municipaux? Qui va les contrôler au niveau de l'Assemblée nationale? Parce que voyez-vous, quand on parle de ce statut, quand on parle du code général des collectivités territoriales décentralisées, j'ai dit qu'il y a des insuffisances, j'ai dit qu'il y a eu des pièges. Par exemple, le rôle prépondérant de la tutelle, le rôle du médiateur qui sera nommé c'est-à-dire qui sera nommé par le président de la République et sur proposition et du représentant de l'État et du président du conseil exécutif régional. Mais déjà, le fait déjà de mettre cela, c'est déjà, c'est-à-dire quand même, quoique insuffisant, c'est quand même déjà une petite avancée. Quoique insuffisant. Mais maintenant, il y aura des améliorations. Je prends par exemple le cas de ce code général des impôts. Le recrutement et la prise en charge du personnel préscolaire, maternel et puis primaire. C'est ce que nous avons demandé depuis. Ils l'ont inscrit cette fois-ci. Le recrutement et la prise en charge du personnel paramédical. C'est tout. La gestion participative dans le cadre des projets, des budgets et des programmes des collectivités territoriales décentralisées à travers les comités de quartier ou de village. Ceux qui croient que ce régime-ci, on peut facilement le pousser, le mettre en place, ça ne peut se faire que si le peuple pas dans la rue, que si le peuple gronde au pied du palais. Il faut que ce soit clair. Ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas en multipliant les actes de boycott qu'ils vont bouger. Ça, c'est mal les connaître. C'est de prendre pour des enfants. Or, c'est des gens qui sont connus. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, c'est tout un système. Celui qui ne le sait pas n'a rien à foutre en politique. Parce que, voyez-vous, quand on vous parle des salaires fictifs, on vous parle des milliers de milliards détournés, vous croyez que c'est un individu? C'est clair que le président de la République est responsable. Puisque c'est lui qui nomme à tous les emplois civils et militaires. Mais si à un moment donné, à un niveau quelconque, dans un niveau moyen, on peut au moins empêcher, ou alors tout au moins dénoncer. Et pour dénoncer, il faut y être. Et puis je veux dire, oui, on boycotte. Mais si on boycotte pour croiser les bras, c'est ce que Yaoundé veut. C'est ce que Yaoundé veut. Boycotter, croiser les bras, rester chez vous, et ils auront 100%, et puis ils vont se moquer de vous. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Ils vont se moquer de vous. Et puis je continue. Non, écoutez, je continue. En plus, nous avons des bilans. En plus, vous étiez là avec nous. Écoutez, nous avons des bilans à défendre. Nous vous avons battu. Nous avons des bilans à défendre. Vous n'avez rien à dire. Par exemple, le maire Kwame Job qui a droit à la troisième. Dans la troisième, oui. Oui, il veut renouveler son mandat. Il faut qu'il défende son bilan. Et qu'il fasse des propositions supplémentaires. Alors vous lui demandez, c'est un matin, c'est de se lever et puis dire que je ne vais plus aux élections. Non, écoutez, ce n'est pas en vociférant sur les plateaux de télévision que vous allez faire changer. Un peu de tenue, monsieur. Il faut que le peuple aille dans la rue. Et je suis d'accord. Et toutes les forces de gauche doivent se mettre ensemble. Mais c'est une construction. On n'en est pas encore arrivé à ce stade. Mais qu'est-ce qu'on fait entre-temps? On laisse le DPC. Combien de partis sont allés vont en compétition? Il y a 35 partis politiques. Pour combien de sièges? Donc le RDPC. Ok, restez tranquille. Il y a 35 partis politiques. Retirons les 4 partis politiques qui sont arrivés à la tête les 3 autres partis politiques de l'opposition qui sont sortis parmi les 4 premiers. Il va rester 32 partis politiques et le RDPC n'aura pas honte d'aller seul face à 31 partis politiques. Oui, c'est ça qui est la réalité. Nous ne rêvons plus. Nous ne rêvons plus. Nous ne sommes plus dans le monde merveilleux de Walt Disney. Nous savons que c'est un front. Il faut que le peuple aille, que les élus contrôlent. Parce que ceux-là, ils ne bougeront pas à travers seulement les mots MOTS. Non, il faut faire bouger les choses. Et le plus gros caviar qu'on puisse donner au RDPC, c'est justement de ne pas participer à ces élections. Même si on doit grignoter une partie, on grignote et on dénonce. On continue, on avance. Sinon, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, le MSC est allé à la présidentielle. Ils l'ont dit. Nous allons à la présidentielle pour mettre à nu l'état du régime. Maintenant que c'est fait. On était d'accord. Nous allons continuer à mettre à nu l'état du régime. C'est un combat permanent. Merci. C'est pas un combat d'une année. Merci Jean-Robert Wafo. Barista, signor Barista, un autre problème? On a un extrait de Maurice Kamto qu'on va suivre tout à l'heure. Ah, merci. Je croyais que j'étais là pour accompagner les autres, pour écouter les autres parler. Les autres gronder. Non, mais c'est pas possible. Quand on est sur le plateau, tout le monde doit avoir le temps de parole. Il ne faut pas monopoliser la parole et laisser les autres vous regarder. Bon, nous sommes là pour analyser le discours du président de la République.
Et vraiment, nous avons, les autres l'ont dit, un discours surréaliste. On se demande si le président parlait d'un pays autre que le Cameroun. Sur le plan économique, on parle d'une croissance. Imaginez, un pays où on a 400 villages qui ont été incendiés. Cela va avec le déclin de l'activité économique, déclin de la situation sociale. Comment peut-on imaginer un pays où l'unique raffinerie a été mise à genoux, ça ne produit plus rien? On parlait de croissance. Un pays où une société, la CDC, qui était le deuxième employeur après l'État, est à genoux. On dit qu'il y a croissance. Attendez, de qui se moque-t-on? Mais vraiment, il faut être réaliste. On voulait que le président fasse un discours, mais vraiment ce discours-là, non, ce n'est pas pour le Cameroun. Il parle de notre pays. Sur le plan économique, le Cameroun était un grand pays producteur de l'huile de palme. Aujourd'hui, nous en importons du Gabon. On en importe du Gabon. Et on nous dit toujours qu'il y a croissance. Mais vraiment, il ne faut pas qu'on se moque de nous. Avec tout ce que nous avons dans la rue, comme déplacés internes, qui manquent de quoi manger, qui manquent où dormir, on dit qu'il y a croissance? Et vraiment, non, 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 ça ne tient pas. Il faut que le président qu'il colle vraiment à la réalité de son pays. Le pays va très très mal, ça va très très mal, et vraiment, les Camerounais ont besoin d'avoir un espoir. Et je pense que ce discours n'a pas donné d'espoir au Cameroun, n'a pas permis aux Camerounais de rêver. Ça nous permet plutôt de nous remettre en question et nous demander est-ce que vraiment ce gouvernement va nous amener vers un lendemain meilleur. Ok. Voilà, on va donc écouter le professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il critique comme ça le statut spécial octroyé aux régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Il pense également que le grand dialogue national a échoué. Professeur Maurice Kamto. Le fameux grand dialogue national qui n'a été qu'un monologue et une fuite en avant s'est achevé sur des recommandations sans importance, de surcroît non contraignantes pour le pouvoir et sans aucun calendrier de mise en œuvre. Ces résolutions ont donné lieu à ce qu'on appelle maintenant la loi sur la décentralisation, comme si aucune loi n'existait en la matière. La grande trouvaille du grand dialogue national est d'avoir découvert une proposition que nous avions faite en 2017, en conformité avec la Constitution de 1996, qui prévoit en son article 62, alinéa 2, la possibilité d'un statut spécial pour certaines régions du pays. Le grand dialogue national le découvrait 23 ans après l'adoption de la Constitution de 1996 et 3 ans après le début du conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest. Au regard de la profondeur du climat de défiance des populations du nord-ouest et du sud-ouest vis-à-vis du pouvoir en place et de la persistance du conflit armé qui a causé des dégâts humains, économiques et sociaux importants, cette loi sur la décentralisation arrive sans doute trop tard et offre très peu pour la résolution de la crise. Aujourd'hui, la situation sécuritaire et politique du pays commande une franche discussion entre Camerounais sur la forme de notre État. Et pour être porteuse de paix, une telle discussion ne doit pas être fermée au débat sur le fédéralisme. Faire cette affirmation n'est point faire l'apologie de la sécession ou du séparatisme, car il convient de le souligner. De nouveau, le fédéralisme n'est pas synonyme de séparatisme ou de sécession. La position du MRC sur le séparatisme est connue et constante. La sécession n'est pas une option. Cependant, nous sommes convaincus qu'il faut dialoguer avec tous les Camerounais, sans exception, y compris ceux qui défendent pour le moment la thèse de la sécession, les fédéralistes, les centralistes,
qu'ils soient au Cameroun ou de la diaspora. C'est d'ailleurs l'unique voie qui reste au pouvoir en place pour éviter le risque d'implosion du pays. C'est une question de pragmatisme. On ne cherche pas à faire la paix avec ceux de son bord, mais avec ceux avec qui on est en désaccord. Voilà, retour sur le plateau équinoxois, le professeur Maurice Kamto qui en appelle à un dialogue inclusif. Oui, il n'est pas le seul à appeler à ce dialogue inclusif. Il ne fait que rappeler ce que même sur ce plateau, nous n'avons cessé de dire. Nous avons dit simplement que ce grand dialogue aurait pu être une occasion de régler dans le fond les problèmes du Cameroun. C'était malheureusement un acte manqué de plus, peut-être un acte manqué de trop, malheureusement. Et cette nécessité d'un grand dialogue est encore là. Et c'est obligé que le Cameroun s'arrête un moment et pense qu'il faut mettre tous les fils et les filles de la nation camerounaise autour d'une table pour discuter de ces questions fondamentales pour l'avenir de notre pays. Il y a également une question qui m'interpelle, c'est celle de dire que la scène politique, en tout cas à titre tout à fait personnel, je ne l'aborde pas comme un concours de muscles ou de c'est moi le plus fort, c'est moi le plus faible. Non. Et en tout cas, j'ai été quand même un peu surpris. Tout le monde dit que le MRC est politiquement mort. Tout le monde dit que le MRC est politiquement faible. Tout le monde dit que c'est la fin. Mais tout le monde s'acharne à combattre le MRC. Tout le monde s'acharne à donner des leçons, parfois de stratégie politique au MRC. Parfois, ceux qui font ces leçons-là n'ont pas forcément brillé par des exemples meilleurs par le passé. Je vais m'arrêter là, mais je vais simplement réitérer que l'après-boycott, parce que la plupart des Camerounais qui nous suivent partagent, et je le crois humblement, cette opinion. L'après-boycott, ce n'est pas un saut dans le vide. Et le discours du vrai président, comme moi j'ai suivi, a annoncé une phase 3 du plan national de résistance, qui est effectivement la réponse à la question que M. Wafoma posait tout à l'heure, à savoir, après le boycott, quoi? Après le boycott, il y aura la phase 3 du plan national de résistance qui, comme toutes les autres phases, s'attache à des moyens pacifiques d'expression et par lesquels nous espérons pouvoir amener le gouvernement de Yaoundé à savoir que les Camerounais, quand ils s'expriment, c'est du devoir de la République de les écouter. C'est de ça qu'il est question. Et nous le disons tout à fait humblement. Nous le disons parce que nous sommes un parti politique et nous pensons pouvoir apporter notre pierre. Nous disons cela au bénéfice de modestes réflexions que nous pouvons avoir menées en notre sein. Et nous ne le disons pas parce que nous pensons avoir la science infuse. Nous ne le disons pas parce que nous pensons détenir la stratégie magique. Mais nous le disons humblement parce qu'à notre avis, nous pensons que c'est par ce moyen-là qu'on peut arriver à faire bouger les choses. Les élections qui arrivent, quand vous regardez le cumul, par exemple, des candidatures autres que celles du parti au pouvoir, vous allez remarquer que même si je suis d'accord sur le fait qu'il faut occuper les fonctions, ce n'est pas de nature, même simplement à représenter une minorité de blocage. Et le risque, c'est que cette participation-là finisse par donner le prétexte au gouvernement pour dire ceux qui se plaignent de ce que les règles ne sont pas bien mentent. La preuve, les tels sont allés à ces élections-là avec nous. Et ce serait une manière de plomber toute la revendication que le corps social entier porte vers la nécessité d'avoir des règles du jeu électoral consensuel, la nécessité d'avoir un nouveau cadre de nos institutions et de notre vivre ensemble. Docteur Nuzin, je m'arrête là, monsieur. Est-ce que la classe politique camerounaise et même le peuple, ceux en âge de voter, devraient suivre l'appel que lance Maître Diop? Ce qu'on doit pouvoir indiquer, c'est qu'on ne peut pas avoir une élection de 100% de participation ou de 0% de participation. C'est-à-dire que c'est impossible. Il y en aura toujours une frange qui va décider de
comment dire, de se plier au jeu du citoyen, c'est-à-dire que d'aller accomplir son devoir civique et moral et même politique. Donc, ce que moi j'ai voulu dire pour entrer dans cette élection, et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vous savez aussi que la forte militarisation, comme le président l'a annoncé, c'est-à-dire renforcer la sécurité avec une forte militarisation sur le terrain en ces occasions du 9 février, ce double scrutin, cette forte militarisation peut être aussi à l'origine d'un retrait stratégique des populations, parce que on ne peut pas faire de la démocratie dans, dans du désordre ou bien dans l'influence psychologique de ceux-là qui vont aller porter leur choix pour les dirigeants de notre pays. Donc, je voudrais un peu revenir, M. Serge Tour, si vous le permettez. Je pense que le président doit rester dans la logique de la recherche permanente de la paix. On a souvent dit, vaudrait mieux 10 ans de négociation qu'un seul jour de guerre. Parce que quand on annonce la guerre, ça peut être très dangereux. Donc, il faut rester dans la logique de la négociation perpétuelle. Et cette négociation perpétuelle peut se résumer en une amnistie générale de tous ceux-là qui ont été incarcérés et embastillés dans le cadre justement de ces opérations sécessionnistes ou des manifestations d'humeur. J'ai par exemple suggéré la nécessité pour le président de la République de faire non plus un dialogue, un grand dialogue national, mais un dialogue restreint, en invitant un certain nombre de personnalités. Ça n'enlève rien dans sa carrure, sa posture de chef de l'État. Il doit... Ces personnalités, c'est qui? Sissoko Ayutabe, oui. Premier. Maurice Kamto, deuxième. Troisième, Christian Tomi. Et le quatrième, John Fondi. Je pense pour ma part que si le président de la République fait ce dialogue restreint, je dis bien restreint, on n'a pas besoin de mobiliser tout le monde pour que la paix revienne. Ça, ce sont des têtes de proue de notre pays que si elles sont reçues par le président de la République et qu'un certain nombre d'échanges est effectué, je suis certain que le président de la République va réussir l'espoir. Vous dites reçues ou bien qu'elles se retrouvent ensemble? Non, reçues au palais. Reçus au palais, le président peut les inviter au palais. L'un après l'autre? Oui, l'un après l'autre. Pas forcément les quatre à la fois. Oui. C'est-à-dire que le président peut les recevoir une des personnalités après l'autre et à partir de là, mobiliser un certain nombre d'informations. Parce que si Sissoko Ayutabe, on ne va pas l'ignorer. Il est le président de cette structure, imaginaire qu'on appelle l'Amazonie. Il serait important de l'exploiter pour tirer un certain nombre d'informations. Ce n'est pas faux. Monsieur Serge Tour, le président a dit au piédestal des Nations Unies, je suis un mendiant de la paix. Mais il faudrait que cela se concrétise sur le terrain, que le président mendie la paix. Parce que le nombre de morts aujourd'hui, mais ça fait mal aux Camerounais. Écoutez, quand un seul être humain meurt, c'est toute la planète qui pleure. Oui. Mais que les gens comprennent donc la nécessité pour le président. Il a les moyens de le faire. C'est peut-être l'alentour, c'est son alentour qui peut l'en dissuader de ne pas le faire. Parce que quand on disait que Maurice Kamto peut rencontrer Paul Biya, vous avez vu, tout ce qui l'entoure, les ministres ont dit non, celui-là c'est qui? Donc, le président ne se déifie pas. Okay. C'est un monsieur qui, je pense pour ma part, et je suis convaincu que si ces personnalités que je cite sont reçues, j'imagine et je suis convaincu qu'un certain nombre de choses peuvent être faites en termes de rétablissement de la paix au Cameroun. Voilà, nous allons donc, madame, monsieur, écouter aussi Cabral Libi Lingué, président du Parti pour la réconciliation. Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Cabral Libi. Chers concitoyens, chers frères, chères sœurs, au moment où s'achève l'année 2019, le citoyen et l'homme politique que je suis est traversé par un double sentiment, partagé entre profonde frustration et espoir. Sans doute la frustration, nous sommes nombreux à l'avoir en partage, mais nous sommes aussi Camerounais, des références mondiales du fighting spirit. Rendu au mois de décembre 2019, tous nos indicateurs sont inquiétants ou en voie de l'être. Sur le plan socio-économique, le Cameroun a enregistré cette année une croissance de 4,3%, positive certes, mais bien trop faible en comparaison aux pays de même catégorie et de même potentiel, tels la Côte d'Ivoire, dont le taux de croissance culmine à 8%. Et pendant que la croissance piétine, la pauvreté évolue quant à elle à une vitesse éclair,
En effet, depuis 2007, le taux de pauvreté a progressé de plus de 12% et le pays compte aujourd'hui plus de 8,2 millions de pauvres, dont 56% résident dans la seule partie septentrionale. L'inflation a fait un grand bond pour se situer à 2%, alors qu'elle était de 1,1% en 2018. Cela est notamment dû à une fiscalité prédatrice sur les produits de grande consommation qui a considérablement rogné le pouvoir d'achat des ménages camerounais, déjà dans un état critique depuis plusieurs années. Même si le taux de chômage a encore tourné cette année autour de 17%, certaines études montrent que l'ampleur du sous-emploi chez les jeunes est d'environ 70%. Tout au long de cette année, le pays a enregistré des événements qui ont contribué à plomber sa fragile économie. Le fameux glissement de la canne, probablement en raison de la malgouvernance endémique, a compromis cette opportunité pour le pays de bénéficier du boom des recettes touristiques. Sans compter ces chantiers pharaoniques non achevés alors que l'endettement ne cesse de prendre de la hauteur. Que dire de l'incendie toujours non élucidé de la Sonara, l'unique raffinerie qui a poussé le pays à importer davantage de produits pétroliers. Cette situation contribue à aggraver la balance commerciale qui était déjà déficitaire avant cet incident majeur de 313 milliards de francs CFA, soit 8,3% du PIB. Et les jours qui viennent n'augurent pas de perspectives rassurantes dans ce domaine. La situation des régions de l'extrême nord, du sud-ouest et du nord-ouest a poussé le gouvernement à les déclarer zones économiquement sinistrées, entraînant ainsi des perspectives de recettes fiscales quasi nulles pour de longues années encore. Les autres domaines de la vie de la nation, tels que la culture et le sport, sont quasiment à l'agonie. À l'exemple de la débâcle de notre équipe nationale de football à la CAN en Égypte. S'il y a lieu de se féliciter avec emphase des performances des Lions du volleyball et des U17 football qui ont remporté des victoires africaines, il demeure que le Cameroun s'est fait remarquer négativement en occupant des places peu envieuses dans des classements internationaux tels que l'indice de perception de la corruption où il occupe la 152e place sur 180 ou le classement Doing Business où le pays est classé 166e en 2019 ayant ainsi reculé de 3 places par rapport à 2018. Voilà. Retour sur le plateau Equinox Soir, session spéciale. Merci, cher monsieur, d'être venu pour votre expertise. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin. Non, mais je voulais tout juste, dire une... On se serait attendu aussi à un extrait de Nidjon Frondi. Pourquoi Nidjon Frondi? Non, mais écoutez, elle est plus préoccupée par la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ok. Et les gens ne vont pas risquer leur vie parce qu'ils viennent prendre des trucs. Bon, ce qui est sûr, c'est pas ce que... tout le monde connaît sa position par rapport, n'est-ce pas, à la gestion de ce pays. Je vous ai dit que le président de la République n'a rien dit de nouveau là aujourd'hui. C'est un exercice d'autosatisfaction. Donc et puis moi, ce que je vais dire pour chuter, c'est que Maître Diou, vous avez très bien dit que quand on va aux élections, c'est pour crédibiliser le processus électoral. Non, en allant, j'aimerais bien savoir si en 2018, en octobre 2018, si le MRC allait aux élections pour crédibiliser le processus électoral. J'aimerais bien savoir. Merci, Signor Barista. Ça n'a pas été le cas. Thank you, Signor Barista, for coming. You're welcome, Sesh. Although I've not had time to actually express myself today, I hope next time you will divide the time given to the various participants equally, because... Non, je vous ai donné la parole, je vous ai jamais interrompu. Hein. C'est vous qui m'avez remis très souvent la parole. Non, vous avez vu que nous sommes venus aujourd'hui accompagnés d'autres. Non, quand je vous donne la parole, Signor Barista, il faut l'exploiter. Vous dites deux phrases, vous me remettez. Non, je ne vous ai pas remis, hein. On l'a arraché. Non. On me l'a arraché. Signor Barista, vous êtes un habitué du plateau. Merci. Okay. Next time. Bonne année aux Camerounais. Voilà. Et vraiment, vivement que la paix revienne, que Dieu touche le cœur de ceux qui sont à étudier pour qu'ils aient une oreille vers la paix. La guerre n'a jamais résolu des problèmes. Aucun dirigeant au monde n'a jamais gagné une guerre contre son peuple. Peut-être que notre président va être le premier à entrer dans l'histoire comme celui qui a gagné une guerre contre son peuple. Mais ça ne se passera pas.
Ça, c'est même très important par rapport à votre temps de parole. Voilà. Ça, c'est un message très fort. Merci. Voilà. Merci, Dr Luzon, d'être venu. Oui, merci. Je crois que le président l'a rappelé, le peuple, c'est la source du pouvoir. Qu'il fait tout pour que son peuple soit épanoui. Et ce serait une très bonne chose. Donc, une bonne année à vos épouses. Maître Diou. Merci, monsieur Otto. Encore une fois, je vous renouvelle mes remerciements pour l'honneur que vous m'avez fait en m'invitant ce soir au milieu de panélistes de haut vol. J'aimerais souhaiter une bonne année 2020 à monsieur Wafo, à Signor Barista, pour qui j'ai toujours une admiration particulière, pour le docteur Luison Essomba à mes côtés, qui sait tout le bien que je pense de lui, et à vous-même, monsieur Serge-Alain Otto. Merci pour cette année que nous avons souvent passée ensemble. Et enfin, je renouvelle à l'attention de tous nos téléspectateurs mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2020. Et je souhaite qu'elle soit pour eux une année pleine d'espoir. Je termine en leur disant simplement, combattre une tyrannie, c'est obéir à Dieu. Et c'est Thomas Jefferson qui le disait. Merci. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition spéciale Equinoxe Soir. Meilleurs vœux à tous les millions de téléspectateurs Equinoxe Soir. Bonsoir, le Cameroun.